est-ce que tout le monde voit bien le slide sur l'école d'ingénieurs? Oui, tout à fait. Nous allons commencer cette première, un webinaire organisé par le ICNAM et le GIFEN qui va vous présenter la filière nucléaire et ses métiers. Et avant, je voulais profiter. On ne t'entend plus, Emmanuel. Alors, il y a un problème de connexion pour Emmanuel. Voilà. Est-ce que vous me voyez toujours? Oui, c'est bon. Oui, ça y est, on voit. Bon, je vais me dépêcher, comme ça ira plus vite. Donc, le CNAM, c'est un grand établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il a été fondé en 1794. Donc, il a énormément, il est très vieux quelque part. Il est placé sous la tutelle du ministère en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et sa particularité, c'est un grand établissement en réseau. Donc, nous avons un siège à Paris et on a des centres régionaux dans un très grand nombre de régions en France, dans toutes les régions d'ailleurs françaises. Donc, un fort ancrage territorial, également sur les territoires ultramarins et à l'international. Donc, l'école d'ingénieurs, pour le coup, je me focalise un peu plus rapidement. Elle a été créée en 2003. Elle diplôme à peu près 1000 ingénieurs par an, dont 55% en apprentissage aujourd'hui. Et donc, ça en fait la première école d'ingénieurs de France en nombre de diplômés par an. Elle a 20 spécialités aujourd'hui qui sont proposées dans 13 régions françaises, 56 titres d'ingénieurs qui sont tous habilités par la commission du titre de l'ingénieur. Et donc aujourd'hui, vous allez avoir certains d'entre vous nous écoutent depuis les régions, depuis les territoires ultramarins. Et donc je vous remercie d'être tous là. Et donc je vais laisser la parole au GIFEN et je crois que c'est Colline qui va débuter. Je vous remercie. Donc je vais mettre... Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, on va faire un petit tour de table rapide des intervenants côté entreprise et ambassadeurs pour se présenter rapidement. Et puis, pendant le tour de table, on aimerait vous demander d'allumer vos caméras si vous êtes d'accord pour qu'on puisse faire une capture écran de tous ceux qui sont présents. Et du coup, est-ce que c'est possible d'arrêter la présentation pendant qu'on fait les captures écran? Exactement, c'est ce que je viens de faire. Normalement, c'est bon. D'accord. Merci. Du coup, je vais commencer par me présenter, puis du coup, si vous pouvez allumer vos caméras en même temps, je ferai les captures d'écran. Donc moi, c'est Colline Bezic, je suis en charge des relations écoles et universités donc pour le CEA. Et normalement, je suis accompagnée aussi de Sylvain Pichon, mon manager, avec qui on co-anime les webinaires, donc il va se rejoindre à nous en cours de réunion. Je laisse la parole à mes collègues. Je vais prendre la suite. Donc Frédéric Lucas, bonjour. Je suis en charge des relations avec l'enseignement supérieur et l'attractivité des métiers techniques pour le groupe EDF. Et également, je suis responsable de la commission attractivité au sein de la filière nucléaire, donc pour le GIFEN. Et enfin, je pilote aussi un partenariat entre la Marine nationale et EDF, la Marine étant le deuxième exploitant nucléaire en Europe. Anaïs? Oui, excusez-moi, mon micro était coupé. Donc, Anaïs Rigaudot, je suis en charge des relations écoles pour Framatome et j'ai également en charge un périmètre de recrutement sur la partie jeunes diplômés en thermohydraulique et en neutronique. Et pour terminer, bonjour à toutes et à tous, Philippe Turat au titre d'Orano. Donc j'ai en charge au sein d'Orano tout ce qui touche la politique diversité, la qualité de vie au travail et les relations écoles. Et c'est avec cette casquette que je suis avec vous aujourd'hui pour vous participer à la présentation du GIFEN et de nos sociétés. Et Sylvain? Et juste, excusez-moi, voilà, je suis en retard, je m'en excuse. C'était pour la bonne cause. Pardon. Je suis Sylvain Pichon, donc je suis le chef du service SECF, donc emploi, compétences, formation
à la DRHRS, donc à la Direction des ressources humaines et des relations sociales du CEA. Voilà, et donc Colline travaille avec moi et en charge effectivement des relations écoles. Voilà. Et on va laisser les ambassadeurs se présenter rapidement également. Nos 4 ambassadeurs. Hugo, allez-y. Hugo Dormois, du coup, je travaille chez EDF à la DPN et je suis responsable de prestations à la direction des équipes mutualisées d'arrêt de tranche et donc APU Management. J'aurai l'occasion de me présenter par la suite. Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour, Audrey Chabot, ingénieure conduite incidentelle accidentelle pour le projet HPC. Et donc, je suis salariée Framatome, donc ambassadeur Framatome. Benoît, que je ne vois plus sur le mur. Bonjour, donc Benoît Marcheguet, je suis au CEA à la direction des applications militaires. Merci. Et il manque Nial, que je n'ai pas encore vu. Je vais essayer de mettre un petit mot. Donc, Nial est au sein d'Orano. Donc, elle est chef de projet dans la business unit démantèlement et services au niveau des opérations CEA. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, Colline. J'ai l'impression que les jeunes et moins jeunes n'ont pas spécialement envie de montrer leur visage pour faire une photo. Je fais quelques captures écran, on verra comment on peut les exploiter. Mais en tout cas, merci à tous ceux qui ont pu allumer leur caméra. Et puis, on va continuer sur la présentation de la filière nucléaire, donc avec Frédéric et Philippe. Ils vont nous présenter le slide global. Je partage mon écran, du coup. Tout à fait. Je t'en prie, Philippe. Ok, rebonjour. Donc, on va vous présenter les principaux acteurs, je dirais, de la filière nucléaire au niveau du cycle du combustible. On n'aura pas avec nous la partie, je dirais, propulsion navale, notamment avec le CA qui est là, mais aussi surtout avec Naval Group. Donc, juste pour rappeler que le GIFEN, c'est une association professionnelle qui regroupe tous les acteurs du nucléaire français. Je dirais, pour comparer, c'est comme le GIFAS pour l'aéronautique. Par contre, le GIFEN est beaucoup plus récent. C'est une association qui a un peu plus de 2 ans. Donc, on a, je dirais, quatre principaux acteurs. Alors, peut-être le slide suivant où on voit la frise des différentes… Le slide juste après, s'il vous plaît. Voilà. Donc là, vous avez un peu l'ensemble des acteurs dans leur activité dans le cycle du combustible. Donc, on a le plus en amont possible, c'est tout ce qui touche la R&D qui est porté par le CEA, donc, et notamment qui travaille sur les réacteurs de recherche, mais aussi sur la génération 4 des réacteurs. Donc, après la R&D, on a le début du cycle lui-même avec Orano qui intervient pour tout ce qui est la production d'uranium, donc le côté des mines, les services à l'exploitant et surtout le cycle du combustible, comme on verra un peu plus loin. Nous avons Framatome qui lui intervient directement sur la conception, je dirais, des îlots nucléaires, des centrales nucléaires, sur la construction de ces 10 îlots nucléaires et aussi, bien sûr, sur ce qui est les services à l'électricien ainsi que la production de combustible à base du O2. Au cœur du cycle EDF, donc qui est l'exploitant des centrales nucléaires, et j'insiste bien parce que des fois on confond, on parle quand on a des installations nucléaires, on parle de centrales. Les centrales, c'est uniquement EDF en tant qu'exploitant. Ni le CEA, ni Orano, ni Framatome n'ont des centrales. J'insiste bien parce que souvent il y a cette confusion. Donc, bien sûr, EDF, donc, il y a le pilotage des 56 tranches maintenant depuis la fermeture des 2 tranches de Fessenheim. On a après les services aux centrales, c'est-à-dire c'est en quoi nous intervenons en soutien aux centrales pour la maintenance, pour aider dans les arrêts de tranches ou autres, ou pour tout ce qui est garantie décennale, avec d'une part Orano et d'autre part Framatome. Une fois que le combustible est sorti de centrale, c'est toute la partie du recyclage. Je rappelle que le nucléaire est la première activité industrielle à recycler. C'est depuis plus de 50 ans que le nucléaire recycle. Donc, quand on parle du recyclage depuis 10-15 ans, on a été un peu précurseur sur le domaine, notamment avec le site de La Hague et de Melox. On a après, c'est clair, avec tout ce qui est la gestion des déchets finaux. J'insiste bien, un combustible qui sort de centrale n'est pas un déchet. Je reviens sur des mots et c'est important. C'est un combustible usé qui est recyclé. Et c'est une fois qu'il y a eu le recyclage
qu'il y a des déchets, hein, soit des déchets d'exploitation, soit des déchets issus de recyclage avec les produits de fission. Et c'est l'ANDRA qui les gère, tant au niveau de ce qui est en surface que ce qui va être demain, je dirais, l'enfouissement souterrain à Bure. Et la dernière partie, où on a quasiment les 3 acteurs, CEA, EDF et Orano, parce qu'on disait pour construire une installation nucléaire, centrale, INB ou autre, il faut un certain temps, mais pour la déconstruire, je dirais, ce n'est pas comme le montage de la 380, pour déconstruire des centrales, pour déconstruire des INB, du CEA, d'EDF, c'est plusieurs dizaines d'années. Donc, on crée des bâtiments, des installations pour déconstruire tout ça. Donc, voici en quelques mots un peu les différentes étapes et les acteurs du cycle du combustible. Et pour compléter les propos de Philippe, hein, pour vous dire que donc la filière nucléaire est la 3e filière industrielle en France, ça représente plus de 220 000 emplois. Hein, donc nous sommes vraiment une activité très très importante. Et donc, comme vous le verrez dans les différentes présentations, avec des belles perspectives en tout cas d'emploi, nous avons tous des besoins sur le long terme en termes d'accueil de compétences. Et juste devant nous, il y a l'automobile et l'aéronautique, et c'est une filière qui, contrairement à ce qu'on peut penser, embauche. Hein, sur les 5 dernières années, on a intégré 35 000 personnes, et dans les 5 années à venir, ça sera à peu près la même chose, en moyenne 7 000 recrutements par an. Alors, on va commencer par le groupe EDF. Hein, donc, le groupe EDF, c'est un groupe international hein, qui est présent sur les 5 continents. Il y a 165 000 collaborateurs dans le monde, il y en a 100 000 en France, et nous représentons un chiffre d'affaires, donc EDF, de plus de 70 milliards d'euros. Hein, ça représente quand même 34 millions de clients en électricité, et puis nous commercialisons également du gaz, nous avons plus de 5 millions de clients en gaz. Voilà. Ce qu'on peut noter aussi pour EDF, la particularité, c'est que nous avons le plus gros budget de recherche et développement en Europe, hein, c'est 713 millions d'euros de budget, avec 9 centres de recherche et développement à travers le monde. La particularité aussi, et ça c'est outre d'être le leader mondial de l'électricité et de l'électricité nucléaire, ça peu de Français le savent, nous sommes le premier producteur d'énergie renouvelable en Europe. Hein, donc c'est le photovoltaïque, éolien, biomasse. Voilà, donc nous sommes très très présents sur ces activités. La particularité du groupe EDF, c'est aujourd'hui 90% de production sans CO2. L'objectif, c'est pour 10 ans d'être 100%. Ah, Philippe n'a pas coupé son micro. Ouais. Ouais. C'est d'être 100% carbon free. Hein. Nous sommes la 2e entreprise préférée des Français, puisque à travers les différentes crises, hein, que ce soit les tempêtes via notre filiale Enedis, où on rétablit rapidement l'électricité chez nos clients, mais également, vous avez pu le constater, hein, pendant la pandémie, ces 3 confinements, il n'y a pas eu de blackout en France. Hein, on a réussi à faire fonctionner nos différentes centrales avec des équipes de quart certes réduites, mais la France n'a pas plongé dans le noir et on a été très solidaires avec nos collègues, nos pays européens. Nous avons exporté une grosse partie aussi de notre énergie à travers l'Europe. Alors, Philippe l'a dit tout à l'heure, hein, donc beaucoup de réacteurs en France, mais également dans le monde. Hein, on a 72 réacteurs nucléaires dans le monde. Hein, et puis on est très présent aussi sur les projets donc EPR, mais également les Small and Medium Reactors, les SMR. À savoir que, en termes aussi d'actualité, nous sommes en négociation exclusive avec l'Inde pour y construire, y vendre 6 réacteurs nucléaires. Vous avez la map monde, hein, en tout cas, vous voyez nos implantations, elles sont aussi bien sur tous les cycles en fait, de production. Et ce qui fait aussi la force du groupe EDF, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un groupe intégré, puisque nous produisons, nous transportons l'électricité avec le RTE, nous le distribuons donc, à nos clients avec Enedis, et puis nous le commercialisons et nous vendons également beaucoup de services. On peut passer à la page suivante. Alors, oui, effectivement, les carrières chez EDF, hein, alors malgré la crise, on a tenu conformément à notre politique sociétale et humaine à préserver, en tout cas, des offres très nombreuses de stages, d'alternance
et de CDI d'emploi. Je vous ai mis 3500 stagiaires. Aujourd'hui, on accueille en fait 4000 stagiaires. Les alternants, on en accueille plus de 4000 aussi par an. On a 8000 alternants au sein du groupe EDF. Donc, un alternant sur 100 en France est chez EDF. Et puis, alors, les CDI, donc CDI, sur tous les métiers, mais essentiellement alors, dans la filière nucléaire, sur le parc nucléaire existant, mais également le nouveau nucléaire. Donc, des besoins constants et récurrents et pour de longues années. Vous avez voilà, toute la définition. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau des recrutements, nous recrutons un tiers de nos alternants et stagiaires sortants. Donc, ils représentent un tiers de nos recrutements. Ensuite, nous allons chercher un deuxième tiers chez vous, les grandes écoles ou universités. Donc, dès que vous êtes diplômé, voilà, vous représentez également un tiers de nos recrutements. Et pour vraiment avoir une richesse dans les profils de nos salariés, femmes et hommes, on a 30% de femmes dans le groupe EDF, nous recrutons également des salariés expérimentés. Voilà. Donc, les niveaux de salaire aussi sont assez conséquents. Vous les avez sur la droite du slide, puisque aussi nos collaboratrices et collaborateurs qui sont en exploitation, en maintenance dans des centrales, bénéficient de primes aussi par rapport au quart qu'ils effectuent. Et donc vous, ingénieurs, futurs ingénieurs, vous représentez grosso modo 35% de nos recrutements. Et sachant que le reste est équilibré sur aussi des cols bleus, des agents de maîtrise et techniciens supérieurs et des collèges qu'on appelle exécution. Donc voilà en tout cas les grandes lignes des besoins sur le long terme et vous le verrez aussi avec les échanges avec nos collègues de la filière, une filière qui recrute 220 000 salariés dans la filière. Merci Frédéric. Donc côté CEA, le CEA c'est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc on a un EPIC, un établissement public de recherche à caractère scientifique, technique et industriel. Et on intervient sur 4 grands domaines, donc sur tout ce qui va être défense et sécurité, sur les énergies bas carbone, donc ça va inclure l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables, sur tout ce qui va être recherche technologique pour l'industrie, et enfin sur tout ce qui va être recherche fondamentale, donc là avec les sciences de la matière et les sciences de la vie. Le CEA, aujourd'hui, c'est près de 20 000 collaborateurs, dont plus de 16 000 sont en CDI. Et du coup, on les a sur tout type de contrat, ces 20 000 collaborateurs, en CDI, en CDD, contrat d'alternance, contrat de stage, etc. Et on a environ 35% de femmes dans nos effectifs. On recrute chaque année environ 4 000 nouveaux collaborateurs. Donc, ça va être 800 CDI en moyenne par an, 1500 stagiaires, 400 doctorants, et également une centaine de post-doctorants par an. Et pour 2021, on a un objectif de recrutement d'alternants qui est d'avoir à la fin de l'année 1000 alternants dans nos effectifs. Et donc, ce qui va inclure de recruter environ 700 alternants sur la campagne qu'on mène actuellement pour avoir 1000 alternants à la fin de l'année avec ceux qui sont déjà chez nous pour plusieurs années. Le CEA, c'est aussi une entreprise qui est responsable et engagée en faveur de l'insertion et de l'emploi professionnel des travailleurs handicapés, puisqu'on a à peu près plus de 800 salariés qui sont reconnus comme étant en situation de handicap au CEA. Et donc voilà, en rentrant chez nous, vous pouvez faire une alternance chez nous, que vous commencez par un stage, poursuivre en thèse, en postdoc et être recruté en CDI. Et donc on propose nous une mobilité interne qui peut être géographique, donc sur l'un de nos 9 centres en France, ou qui va être thématique. Vous pouvez changer de métier en cours de carrière ou également organisationnel, donc changer de poste aussi au cours de votre carrière. Ou vous pouvez aussi rejoindre une de nos filières, donc on va avoir la filière expertise. Donc là, vous allez développer votre expertise sur un sujet pour être reconnu donc en international et même au niveau externe, au niveau mondial. Donc on a aussi une filière managériale, donc vous pourrez rentrer chez nous, commencer en étant chef de laboratoire et puis après évoluer en tant que chef de service, directeur, etc. Et on a également une filière projet où là, c'est possible de commencer par gérer un petit projet, on va dire, jusqu'à un grand projet. Donc le CEA, c'est aussi 60 métiers.
Voilà, puisqu'on a quand même des domaines de recherche assez variés et donc des métiers très différents. Donc, on va avoir tous les métiers qui sont liés à l'ingénierie, tous les métiers de la défense, donc ce qui va être par exemple la non-prolifération nucléaire, etc. Les métiers de l'expérimentation, de la fabrication, de l'exploitation, puisqu'on a des installations nucléaires quand même à exploiter. On va avoir tout ce qui va être aussi gestion des déchets nucléaires et conventionnels. Après, tous les métiers de la modélisation, de la simulation, de la sûreté, etc. Donc, c'est autant de parcours professionnels qu'on peut vous proposer dans des domaines scientifiques et techniques qui sont assez variés. Et on a un programme aussi de start-up, d'essaimage, qui s'appelle le programme Magellan, et en fait qui permet à nos collaborateurs de bénéficier d'un financement de leur programme de maturation de leur start-up. Donc, une fois que le projet est sélectionné, donc il y a une phase de maturation qui peut durer 6 à 21 mois. Et du coup, les porteurs, ils peuvent consacrer en fait une partie de leur temps à la maturation de leur start-up et au développement d'une preuve de concept de marché. Ensuite, plus précisément sur les axes de recherche sur l'énergie nucléaire, donc le rôle du CEA, c'est d'apporter au pouvoir public et aux industriels des innovations et des éléments d'expertise sur les systèmes de production d'énergie nucléaire. Donc, ça va être pour les systèmes du coup d'aujourd'hui et de demain. Donc, on va mener des programmes de recherche et d'innovation pour optimiser le nucléaire actuel, donc, et venir en soutien à l'industrie nucléaire, et pour préparer aussi le nucléaire du futur, donc là, dans une perspective de fermeture du cycle du combustible. Ensuite, au CEA sur l'énergie nucléaire, on mène également un programme important d'assainissement et démantèlement de nos installations, puisqu'actuellement, c'est 36 installations qui sont en cours de démantèlement chez nous. Donc, chaque installation est unique et donc chaque cas est complètement différent en termes d'assainissement et démantèlement. Et ça va représenter environ 1000 salariés qui sont mobilisés sur ces 36 installations. Et on mène aussi des axes de recherche sur la défense et la sécurité, donc toujours dans le lien avec la filière nucléaire. Donc, c'est-à-dire qu'on va être chargé de travailler sur les têtes nucléaires des composantes aéroportées et océaniques de la dissuasion, et aussi sur les réacteurs et les cœurs nucléaires pour la propulsion des sous-marins et des porte-avions. Voilà. Donc, en fait, on a pour rôle de concevoir, de fabriquer et de maintenir en conditions opérationnelles et de démanteler les têtes nucléaires qui vont équiper les forces nucléaires aéroportées et océaniques françaises. Voilà. Donc, je laisse la parole ensuite du coup, à Orano. Ok, bon, rebonjour, donc Philippe à l'appareil. Donc juste un petit point, on peut prendre le slide suivant. Donc Orano, si on fait un tout petit peu d'histoire, 2016-2017, il y avait ce qu'on appelait le groupe Areva, et suite à une décision du président de la République à l'époque, François Hollande, il était décidé d'éclater le groupe Areva en deux, avec la partie cycle du réacteur qui a repris son nom historique Framatome et qui est devenu filiale d'EDF. Et c'est Anaïs qui vous parlera juste après du cycle, je dirais, du réacteur, et Orano qui porte maintenant le cycle du combustible, d'où le logo qui est une forme de rond qui montre la notion de cycle fermé du nucléaire en France. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc là vous avez rapidement la boucle du nucléaire. Hein. Je rappelle que le cycle ouvert, c'est ce que font les Américains, à savoir, une fois que le combustible est sorti de centrale, ça devient un déchet à part entière, et après il est stocké dans des déserts ou autres. Et en France, au Japon et dans quelques autres pays, il y a le cycle fermé, à savoir que le combustible sortant de centrale est toujours une matière énergétique qu'on va recycler. Donc, au niveau d'Orano, on a 6 activités, 3 industrielles, 3 de services. Les 3 industriels, c'est d'abord l'extraction minière qui se situe essentiellement, uniquement dans des pays étrangers comme le Kazakhstan, le Niger, la Namibie, la Mongolie et le Canada. Donc, c'est à peu près une activité qui pèse 3000 salariés globalement. Les dernières mines en France ayant fermé dans les années 80, 95, 96. Après, une fois qu'on a fait l'extraction, qu'on a extrait le minerai, donc on a des opérations de chimie d'enrichissement, c'est la business unit chimie-enrichissement, qui se situe, je dirais, où on fait de la conversion d'une part et de l'enrichissement pour avoir l'isotopie nécessaire pour faire un combustible à base du O2. Et c'est l'activité d'enrichissement qui a lieu sur le site du Tricastin, à proximité de Montélimar, où avant on avait la diffusion gazeuse, et maintenant c'est par centrifugation qu'on fait l'enrichissement. Quand on parle de centrifugeuse, on pense des fois aux militaires avec l'Iran, mais là, ce n'est pas le cas, c'est du civil uniquement.
Donc, une fois qu'on a l'isotopie nécessaire, elle est envoyée chez nos collègues de Framatome, notamment sur le site de Romans, hein, où là, il y a la fabrication du combustible à base du O2, qui après va en centrale. Et une fois qu'il sort de centrale, au bout de 18 à 24 mois, et qu'il a été refroidi dans les piscines d'EDF ou des autres électriciens, il est emmené sur le site de La Hague pour faire du recyclage. Et je dirais en quelques mots très synthétiques, le recyclage, c'est je coupe en petits morceaux les combustibles, hein, je dissous la matière dans une grande soupe d'acide à une certaine température. Donc, quand je dis soupe, c'est un euphémisme. Donc, une fois que le combustible est dissous, on a les coques et embouts qui sont du zirconium qui sont mis à part. Et l'ensemble de cette soupe, je dirais nucléaire, entre guillemets, par pas mal de traitements et de procédés chimiques, en finale, on en sort 3 produits. D'une part, l'uranium appauvri, qui est une source énergétique, le plutonium, à titre civil bien sûr, et ce qu'on appelle les déchets ultimes, qui sont les produits de fission, qui sont mélangés intimement avec du verre dans le cas de vitrification, sont entreposés actuellement à La Hague et ultérieurement partiront sur le site de l'Andra à Bure dans quelques années. Et avec ce plutonium, on l'envoie sur le site de Melox, dans le sud de la France. La Hague, c'est à peu près 3000 personnes. On l'envoie sur le site de Melox, donc à côté d'Avignon, où là, on fait un autre combustible qui, lui, est à base de plutonium et qu'on appelle le MOX, qui va repartir en centrale. Et après, on est capable de recycler le MOX une première fois, voire une deuxième fois. Donc, globalement, on recycle 96% du combustible. Je crois que c'est une des industries qui recycle le plus de produits par rapport à ce qu'elle produit elle-même. Donc, ça, c'est les 3 activités de production. Et après, on voit sur la droite de ce slide 3 activités de service qui sont l'engineering, la conception de nos installations et l'amélioration du procédé. La partie, je dirais, emballage nucléaire et transport qui assure la conception des emballages de transport et qui les transporte par train, bateau ou camion. Et la 3e partie que nos collègues du CEDF ont déjà citée, c'est la partie du démantèlement service, hein, où on a à peu près 4000 personnes qui, d'une part, apportent un service à l'exploitant qu'est EDF ou le CEA, ou assurent la conception et la réalisation de démantèlement d'installation. Le slide suivant, c'est quelques chiffres. Donc, c'est 4 milliards de chiffre d'affaires Orano, 30 milliards de carnet de commandes, soit à peu près 8 ans de chiffre d'affaires. On est top 3 mondial sur l'ensemble des domaines que j'ai précités. Et globalement, on a à peu près 17 500 salariés dans le monde, dont 13 500 en France. Hein, donc, et là, vous avez un peu la ventilation du chiffre d'affaires par activité d'une part et par pays avec un peu moins de 50% de la France, notamment pour EDF. Le slide suivant. Donc, au niveau recrutement, comme on l'a indiqué précédemment, toute la filière embauche tous les ans. Donc, pour Orano, c'est à peu près 1000 CDI par an. À ça, on rajoute à peu près 500 alternants entrants, hein, par rapport à 800 qu'on a nos effectifs, de l'ordre de 150 stagiaires, fin d'études, bac plus 5, et une petite vingtaine de VIE. Et sur nos recrutements, on voit sur la partie gauche, de l'ordre de 60% de techniciens et 40% d'ingé cadres dans l'ensemble des métiers, que ce soit la maintenance, la sûreté, qui est je dirais un métier assez sensible dans toutes nos activités, la ventilation, le démantèlement, les études, l'installation générale, le procédé chimique. Donc, tous les métiers sont disponibles dans la partie ingénieur et cadre. Et on a, vous voyez sur la partie droite, c'est les principaux thèmes qu'on a au niveau R&D sur les matériaux, la neutronique, la vitrification et le soudage, qui est, c'est vrai, une compétence rare et très sensible actuellement et sur lesquelles on travaille avec nos collègues d'EDF et de Framatome et de Naval Group pour monter un institut de la soudure dans le Cotentin. Slide suivant, s'il vous plaît, le slide suivant. Emmanuel, tu peux nous passer le slide suivant, s'il te plaît. C'est quelques chiffres globaux au-delà des effectifs. Au niveau de la féminisation, on a à peu près de l'ordre de 24% de femmes dans les effectifs. Dans nos recrutements au niveau des ingé cadres, on est à 35%. Formation de l'ordre de 5% de la masse salariale, en moyenne à peu près une semaine de formation par salarié. Et au niveau du handicap, comme l'a cité nos collègues du CEA, on a à peu près 700 personnes en situation de handicap et on a à peu près entre 4,5 et 5% de personnes en situation de handicap. Et je m'en arrête là pour passer la main à Framatome et Anaïs. Merci. Alors, de mon côté, parfait.
pour la slide Framatome. Donc, comme l'a dit Philippe, Framatome a repris son nom Framatome en 2018 suite à la scission du groupe Areva et aujourd'hui une filiale du groupe EDF. Donc, depuis plus de 60 ans, les équipes de Framatome participent à diverses activités qui vont être liées à la partie conception et construction des centrales et particulièrement de la chaudière nucléaire. Donc, on a toute une partie de conception et des activités d'ingénierie dans tous les domaines liés aux réacteurs nucléaires, la partie mécanique, matériaux, thermohydraulique, neutronique, sûreté, voilà, tous les domaines qui peuvent être impliqués par le réacteur et le circuit primaire d'une centrale nucléaire. On fournit également donc la chaudière nucléaire. On a également 2 activités industrielles qui vont concerner donc la partie conception et fabrication donc des composants. Par composant, on entend la cuve, le générateur de vapeur, le pressuriseur. Voilà, tous les gros composants qui vont composer ce réacteur nucléaire et le circuit primaire. Et également, on a une activité industrielle qui va concerner plutôt la partie combustible. Donc là, le combustible, contrairement à Orano, est vraiment le combustible qui va être mis dans des assemblages. Donc, on conçoit les grands tubes en zirconium qui composent des assemblages combustibles, également les bouchons et donc ces pastilles d'uranium qui sont mises in fine dans les tubes et dans les assemblages. Donc, ces 2 activités industrielles. On a également une activité un peu plus récente qui va concerner tout ce qui est système de contrôle-commande. Donc là, c'est un peu la carte mère de la centrale, donc tous les systèmes automatiques qui permettent de contrôler à distance le réacteur et le cœur du réacteur en particulier. Et ensuite, une activité donc encore différente qui va être une activité plutôt de maintenance. Donc, on intervient une fois que les réacteurs sont en service pour réaliser tout un tas d'activités de maintenance sur les réacteurs, que ce soit en France, donc sur les 56 réacteurs en activité ou à l'international. Donc, nos experts et nos ingénieurs sont plutôt spécialisés dans tout ce qui va être conception, donc des principaux équipements de la chaudière, mécanique, métallurgie, la neutronique également, la sûreté, les calculs scientifiques, voilà, tout un tas d'activités qui permettent d'avoir des métiers également extrêmement variés. En termes de présence, donc Framatome, ce sont aujourd'hui 14 000 collaborateurs qui sont répartis à l'échelle internationale. Comparé au groupe EDF, c'est une entreprise qui a une taille quand même un peu plus restreinte. Donc, 14 000 collaborateurs à l'international, 8 000 en France. On a quatre pays principaux, donc la France, les États-Unis, l'Allemagne et la Chine. La Chine principalement en lien avec les activités de l'EPR de Taishan. On a également d'autres activités et une autre présence qui vont être liées aux activités à nos projets ou à une présence un peu plus commerciale. Donc là, dans tout un tas de pays à travers le monde, ce qui nous confère, ce qui nous donne une vraie dimension internationale. Et aujourd'hui, notre présence, elle tend aussi beaucoup à s'accroître au Royaume-Uni, notamment avec le projet HPC. En France, on a 56% de nos effectifs, donc 8 000 collaborateurs. Donc, c'est le plus gros site, le plus gros pays. On a 17 sites, 2 sites principaux à Paris et à Lyon, qui comptent à eux deux un peu plus de 3 200 collaborateurs, qui sont des sites tertiaires avec une activité plutôt d'ingénierie, de bureau d'études. Et on a ensuite un gros pôle en Bourgogne avec des activités donc industrielles liées à tout ce qui va être production de gros composants avec les sites de la Forge au Creusot, l'assemblage à Saint-Marcel. On a également les activités de maintenance à Chalon-sur-Saône et un centre de calcul de la direction technique et ingénierie qui est assez nouveau et qui est situé également en Bourgogne.
Emmanuel, si on peut passer à la slide suivante. Donc, en France, on a dit donc 8000 collaborateurs. On est sur un rythme de recrutement sur ces 2-3 dernières années qui est assez fort. En 2020, malgré le contexte sanitaire, on a embauché 922 nouveaux CDI, en plus des stagiaires alternants et CDD. Donc, on est sur un rythme de recrutement qui va suivre à peu près la même tendance en 2021, avec un objectif qui est vraiment d'assurer le maintien et le développement des compétences de nos compétences de chaudiériste nucléaire, donc avec aussi un axe assez important donné au développement des compétences et à la formation de nos jeunes embauchés, mais aussi moins jeunes embauchés, donc de l'ensemble de nos collaborateurs. On a un objectif de recrutement de 200 stagiaires. Les stages, principalement, ça va concerner les stages de fin d'études avec un vrai objectif d'embauche derrière, donc sur l'ensemble de nos métiers, et également une cible alors qui a été un peu réévaluée à la hausse de 400 alternants. Donc là, que ce soit pour des contrats annuels ou pluriannuels, donc sur la totalité d'un cycle ingénieur, par exemple. Nos métiers de recrutement, ce sont l'ensemble des métiers Framatome, donc bureau d'études, tout ce qui va être conception, études, sûreté, R&D, instrumentation et contrôle commande également, ou également des métiers un peu plus terrain, donc là qui concernent principalement nos sites de production ou les missions d'intervention sur site pour la partie combustible et maintenance, donc dans tout ce qui va être production, qualité, inspection, projet, construction et essai, et intervention et chantier. Et donc, je vous ai mis en dessous quelques postes sur lesquels on peut attendre des jeunes diplômés ou également des stagiaires et des alternants. Donc, on voit qu'il y a vraiment cette dimension soit accès bureau d'études, soit accès terrain. En termes d'évolution, donc nos postes, ils sont proposés principalement en France au début, mais avec une forte dimension internationale et des possibilités aussi d'avoir des missions sur site, principalement sur nos projets. On a également de nombreuses opportunités d'évolution. Alors, il n'y a pas de plan de carrière type chez Framatome, c'est plutôt aussi en fonction des souhaits de chacun. Mais un peu comme au CEA, on a des grandes filières dans lesquelles les collaborateurs peuvent s'engager. Il y a bien sûr la filière technique avec cette possibilité soit de prendre un peu de responsabilité, de piloter des études techniques dans tous les domaines techniques présentés précédemment. Également, si on est vraiment intéressé par la technique, cette possibilité d'aller vers l'expertise. On a également une possibilité d'évoluer vers des missions plutôt de manager. Donc ça, on a aussi un accompagnement de l'entreprise pour prendre petit à petit des responsabilités managériales, des responsabilités également liées au projet. Donc après un ou deux premiers postes techniques, on peut s'engager vers la filière projet, que ce soit sur la partie bureau d'études ou vraiment sur site, donc en France et à l'international, sur nos projets de nouveaux réacteurs ou sur les projets de remplacement de composants, par exemple. Et puis après, on a une filière qui va être plutôt dédiée donc au métier de production et au chantier, donc sur les sites de nos clients comme EDF en France, par exemple. Voilà, donc les opportunités de carrière sont nombreuses chez nous, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site internet framatome.com et puis à poser également vos questions lors des échanges de tout à l'heure. Merci Anaïs. Pour les 9 bonnes raisons de travailler dans le nucléaire, je vous propose qu'on le fasse de manière très synthétique car on a déjà un petit peu dérivé sur le temps. Donc voilà, si on peut être chacun assez concis, comme ça on n'empiète pas trop sur le temps des ambassadeurs. Et du coup, Frédéric, je te laisse la parole. Hop, oui, donc alors effectivement, ça donne du sens à votre travail, hein, puisqu'on est sur des entités qui sont très très opérationnelles, en particulier, hein, comme je vous l'ai dit, sur ces périodes compliquées, on a fourni de l'énergie, hein, donc rempli notre mission de service public, hein, donc on apporte à l'ensemble de nos clients en France et à l'international, donc grâce à notre filière, de l'énergie.
Ensuite, alors oui, c'est une grande force, hein, c'est le leitmotiv aussi de notre filière nucléaire. On est très faiblement émetteur de CO2, moins que le photovoltaïque ou l'éolien, ça paraît quand même incroyable. Donc on agit vraiment, en tout cas, pour le climat et notre avenir. Et puis enfin, donc c'est bien sûr fournir de l'électricité, de l'énergie, c'est très important pour chacun. Hein, ça fait partie de notre quotidien. Et puis j'insiste bien sur cette mission que nous avons tous et toutes de service public. Ok. Donc c'est comme j'indiquais déjà précédemment, c'est que la filière nucléaire s'occupe de tout le cycle durant toute sa vie et c'est une des rares activités qui, dès sa conception, a travaillé, a réfléchi sur le recyclage de ses produits. Et au-delà du fait d'être très bas carbone, comme l'a dit Frédéric, on est aussi une des industries qui est la plus, je dirais, qui recycle le plus son produit initial. Le slide suivant. L'élément aussi tout à fait intéressant, c'est que comparé à d'autres activités, chaque jour est une journée différente, que ce soit chez EDF, Framatome, CEA, Orano, Andra. Chaque jour est différent, vu la taille de nos projets, vu la complexité de nos installations. On a prévu de faire quelque chose le matin, le soir, quand on regarde, on aura dû faire autre chose parce qu'on a dû modifier les priorités. Donc, c'est clair, c'est une activité où on ne s'embête pas du tout. Il n'y a pas d'autres filières où on est travail plus routinier. C'est aucunement le cas. Si vous n'aimez pas la routine, venez dans la filière. Merci. Alors, pardon, excusez-moi. Le secteur du nucléaire est vraiment une filière où les femmes sont les bienvenues. On a donné quelques chiffres. Alors, de manière générale, les femmes sont présentes à 25% dans les effectifs des entreprises du nucléaire. Et on a tous aujourd'hui une vraie politique volontariste de femmes. Donc, voilà, si vous êtes intéressés par nos métiers, mesdames, vous avez tout à fait votre place et vous pourrez tout à fait prétendre aux mêmes opportunités que vos collègues masculins. Et puis ensuite, quelques chiffres. Donc, Philippe l'a dit tout à l'heure, ou Frédéric, la filière nucléaire est la 3e filière industrielle française, donc avec 220 000 collaborateurs en France et elle suit aujourd'hui un rythme de recrutement assez important. Que ce soit sur les métiers cadres ou techniciens, agents de maîtrise ou ouvriers. Donc voilà, on a un certain nombre d'opportunités à vous offrir également sur l'ensemble du territoire français, voire à l'international. Voilà. Donc la 8e raison, c'est vous jouez un rôle moteur dans la recherche de solutions innovantes utiles. Pour vous donner un ordre d'idée, le budget qui est dédié à la recherche et développement électronucléaire et à l'innovation, c'est à peu près 29% du budget global qui est consacré à la R&D par les entreprises de la filière. Et donc, ça va représenter à peu près 970 millions d'euros. Et on a 4 grands domaines de R&D, tout ce qui va être mécanique, résistance des matériaux et dimensionnement, tout ce qui va concerner la fabrication métallurgique innovante, l'instrumentation et la sûreté nucléaire. Et enfin, dernier argument, c'est voilà, vous pouvez travailler partout en France et près de chez vous, puisque la filière nucléaire, c'est à peu près 3000 entreprises qui vont de la TPE à la PME. Donc, vous pouvez vraiment travailler près de chez vous et partout en France. Et donc, on a une bonne implantation sur l'ensemble du territoire, puisque ça va correspondre à peu près au centre nucléaire de production d'électricité, aux usines du cycle du combustible, aux installations en démantèlement, etc. Et donc, on va laisser à présent la parole au témoignage. Et c'est Hugo Dormoy, donc, qui est responsable de prestations, appui et management chez EDF, qui va commencer. Merci beaucoup, Hugo Dormoy, du coup. Donc, Hugo Dormoy, je travaille chez EDF. Je vais vous faire, du coup, un rapide retour sur mon parcours. Donc, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE. J'étais minoritaire à l'époque, quand je suis passé au CNAM, à avoir fait ce cursus-là. Donc, j'ai été au CNAM à Saint-Denis de 2015 à 2018. J'ai eu la chance d'avoir Emmanuel Galifier en prof principal pendant 3 ans. Donc, dans la spécialité sciences et techniques du nucléaire. J'étais à l'époque alternant chez EDF. Donc, ils m'ont gardé à la suite de mon alternance. Et actuellement, je travaille en tant que responsable de prestations. Donc, je suis appui management. Donc, je vais passer directement à mon poste actuel.
Donc pour le décrire, j'ai longtemps hésité entre un poste de management et un poste technique. Au final, l'EDF m'a laissé l'opportunité de ne pas choisir. Du coup, pour le résumer, donc j'encadre des équipes sur les arrêts de tranche. Donc les arrêts de tranche, c'est le moment où on fait la maintenance des centrales nucléaires qui existent actuellement. Et lors de ces arrêts de tranche, on recharge le combustible pour pouvoir repartir sur un cycle. Donc mes équipes sont en général composées de 10 à 25 personnes et composées donc de trois grands métiers. Donc le premier, c'est coordinateur de bâtiment réacteur. Vous pouvez voir ça comme un chef de travaux dans le BTP, sauf qu'on a des prestataires comme Framatome, comme Orano, mais bien d'autres également. Dans le bâtiment réacteur, on fait également de la prévention sûreté sécurité, donc ça va être des préventeurs. Et enfin, de la planification d'activité. Il faut savoir qu'un arrêt de tranche très court, c'est à peu près entre 30 000 et 50 000 tâches à effectuer. Donc, vous imaginez qu'une planification des plus serrées est à tenir. Et enfin, une relation client et reporting d'activité. Donc, pour ma part, mon client, c'est la centrale nucléaire. Et moi, je me déplace de centrale en centrale pour effectuer avec mes équipes de techniciens de la maintenance sur ces différentes centrales. Alors, mes motivations pour rejoindre la filière du nucléaire. Vous n'êtes pas sans savoir que la filière du nucléaire française, elle est vieillissante. Pour l'exemple, je suis actuellement sur le CNPE d'Empire-en-Burly et on fait actuellement la visite décennale numéro 4, donc pour les 40 ans de la centrale. Et donc participer à son maintien au plus haut niveau de sûreté, c'est un grand défi. On est face à une machine qui a donc 40 ans, qui a été conçue il y a 60 ans. C'est pas évident et participer à ce grand défi, c'est assez intéressant. Et je ne peux que vous inciter à faire part de cette aventure. Ensuite, lorsque j'étais à votre place étudiant, j'avais une grosse crainte, c'était de me fermer des portes en me spécialisant. C'est vrai que la filière du nucléaire, on le dit souvent et je le répète maintenant que je suis dedans, c'est pas se fermer des portes, c'est vraiment en ouvrir. Moi, je travaille au quotidien avec des mécaniciens, avec des chimistes, avec des chefs de projet. Enfin, il y a tous les métiers qui sont autour de moi, que ce soit encore une fois chez EDF, Orano, Framatome d'ailleurs. Toutes les disciplines sont représentées, et donc n'hésitez pas à rentrer dans cette filière si vous êtes accro au changement, notamment au sein de votre carrière. Et enfin, notre génération, elle est arrêtée d'une crise écologique qui est actuellement, sans précédent. Et on travaille dans une filière qui est décarbonée. Donc, malgré les idées reçues, le nucléaire ne crée pas de carbone. Ça a été déjà dit auparavant, mais je pense que c'est une évidence pour notre génération, d'autant plus. Et je pense que faire partie de ce grand projet, c'est aussi une fierté. Alors, je n'ai pas forcément le temps de continuer. Si vous avez des questions ou si vous avez des interrogations, n'hésitez pas, sur le chat notamment. Je ne sais pas si c'est prévu dans le temps. En tout cas, voilà pour la présentation de mon parcours au global. Merci Hugo. Donc la parole est à Benoît. Donc bonjour à tous, Benoît Marcheguet. Donc un petit mot d'abord, oui, sur mon parcours. Je suis issu d'un DUT génie mécanique et productique, et donc j'ai intégré le CNAM en 2016, et donc j'ai été diplômé de sciences et technologies du nucléaire en 2019. J'ai fait mon apprentissage au CEA, dans lequel après j'ai été embauché. Et donc j'ai été embauché dans un département de projet et d'ingénierie des installations. Donc en fait, on est le département d'ingénierie pour la conception et la fabrication en fait de toutes les installations de la direction des applications militaires du CEA. Et donc plus particulièrement, moi je suis responsable de l'eau travaux et plus précisément sur les moyens de manutention et de levage spécifiques. Et donc je travaille sur toute la réhabilitation de la base navale de Toulon pour accueillir les nouveaux sous-marins qui vont remplacer les sous-marins nucléaires d'attaque, qui vont permettre
de remplacer les anciens qui sont de type Ruby et les nouveaux qui vont être de type Suffren. Et donc, je m'occupe plus particulièrement du bâtiment qui va servir à la maintenance de la chaufferie embarquée dans le sous-marin. Et donc, surtout de tous ces moyens de manutention qui vont être nécessaires à la manipulation de tous les composants de la chaufferie et à la maintenir en fait en conditions opérationnelles. Et donc, ce qui m'a encouragé à rentrer au CEA, c'est surtout la taille des projets et les moyens mis en œuvre, en fait, parce que là, moi, je suis sur toute la refonte de la base navale qui est un projet très intéressant et très riche en connaissances. Voilà. Bonjour, Audrey Chabot pour ambassadrice Framatome. Donc, je suis ingénieure en conduite accidentelle. Donc, j'ai fait aussi la formation STN au CNAM. Pour revenir sur mon parcours, je viens plutôt d'une filière biologie. J'avais fait un DUT biologie suivi d'une licence biologie environnement. J'avais fait un stage à l'IRSN, donc on n'en a peut-être pas parlé, mais l'IRSN et l'ASN sont les autorités de sûreté nucléaire, et c'était en lien avec la biologie. Je voyais plus le côté radioprotection, et un jour je me suis dit bon, c'est bien beau de voir le côté environnement et les conséquences qu'on peut avoir d'un site nucléaire, et je voulais voir je voulais voir comment fonctionne une centrale nucléaire et notamment comment fonctionne un réacteur nucléaire. Et donc, la formation STN et Framatome était le parfait combo pour moi pour être ingénieur chaudiériste. Il me semble que dans le panel des participants, il y a des apprentis qui sont déjà au CNAM et d'autres non. Alors, je vais juste revenir sur, pour moi, les points forts là, de faire une alternance au CNAM et les liens que j'ai trouvés avec mon parcours professionnel, c'est surtout de se familiariser avec la documentation technique du nucléaire qui n'est pas forcément facile quand on vient d'une école qui ne vous a pas appris, qui n'a pas fait d'option ou de spécialisation du nucléaire. C'est apprendre beaucoup plus rapidement une nouvelle langue technique, parce que lire un document d'ingénierie nucléaire, c'est beaucoup de cycles, d'acronymes, et ça, je pense que pour ceux qui sont déjà dans le nucléaire, vous avez pu le voir que c'est très complexe. C'est très lourd à lire si on n'a pas ça, et ça vous donne une vitesse quand vous êtes embauché non négligeable. On voit très vite sur des nouveaux embauchés qui viennent d'écoles généralistes et des ingénieurs du CNAM, je peux vous dire que c'est flagrant. Et les liens avec les cours théoriques, je dis rapidement, c'était moi les cours de thermodynamique en lien avec tout ce qui était les éléments pressuriseurs, GV, donc générateur de vapeur, où il y a vraiment de la thermo qui se fait là-dessus, et la technologie des réacteurs nucléaires qui est en application directe avec mon métier en tant qu'ingénieur conduite incidentelle accidentelle, puisqu'on voit notamment les accidents qu'on a pu avoir comme Three Mile Island et Tchernobyl. Surtout la culture sûreté, vous allez le voir tout de suite, dans le nucléaire, on a une culture sûreté qui est très importante. Et pour revenir là sur mon poste actuel, donc en tout, ça fait en fait 6 ans si je compte mon cursus au sein de la conduite incidentelle accidentelle, mes 3 ans en tant qu'apprenti et mes 3 ans depuis que je suis en CDI depuis 2017. Mon métier, en fait, c'est quoi la CIA? Donc, la conduite incidentelle accidentelle, c'est quand un réacteur se trouve face à un incident, à un accident. En fonction de la gravité, le réacteur va sortir de son fonctionnement normal, et les opérateurs en salle de commande, voilà, je vous ai mis une petite photo d'une salle de commande du parc, c'est un palier N4. Vous pouvez voir que les opérateurs vont prendre en fait des règles des consignes, en fait, des consignes
spécifiques pour le fonctionnement en cas d'incident accident et ils vont suivre des actions spécifiques à ce domaine de fonctionnement très particulier. Et le but est de faire revenir le réacteur dans un état sûr. Donc mes missions quotidiennes, c'est la rédaction et la mise à jour de ces documents techniques à destination des exploitants. Donc ça peut être EDF quand c'est sur le parc nucléaire français, ça peut être l'exploitant anglais, puisque moi je travaille principalement pour le projet EPR Hinkley-Ponty qui se trouve en Angleterre, et ça peut être aussi pour différents exploitants chinois, indiens, et j'en passe parce qu'on a beaucoup de projets à l'international, et notamment pour les nouveaux EPR qui s'annoncent dans les futures années. C'est ma tâche principale quotidienne, c'est de répondre à des problématiques techniques, à des sollicitations techniques qui peuvent être soit des questions du client, donc de l'exploitant, soit des interfaces métiers. De par mon métier, je travaille beaucoup avec les études d'accidents, les personnes qui designent les salles de commande, par exemple. Et c'est aussi piloter des activités, donc la livraison des documents aux clients, respecter des échéances, la qualité des documents, la relation client. Donc il y a aussi une partie un peu managériale, enfin de manager aussi des personnes en dessous de moi quand je suis pilote de plusieurs documents. C'est être responsable aussi de sujets techniques qui sont transverses, parce que la CIA est un domaine très transverse de par le nombre de transitoires du rapport de sûreté à couvrir. Et puis ce sera aussi peut-être l'une de vos tâches quand vous serez aussi, si vous intégrez la filière du nucléaire, au bout d'un an ou 2 ans d'expérience, vous pouvez être aussi tutrice de stagiaires ou de nouvelles embauchées. Et quand on est ancien apprenti, c'est une tâche qui est très, très intéressante, parce que on sait, j'allais dire, on sait d'où l'on vient, mais on sait aussi ce que les stagiaires et les apprentis, ou même les nouvelles embauchées, on peut se mettre facilement à leur place. En termes d'évolution de poste, de par les sujets techniques qui peuvent être ça va du sujet du simple au plus complexe. On peut être soit auteur, soit vérificateur ou approbateur quand vous avez un peu plus d'expérience. Et voilà, je reviens un peu sur les projets sur lesquels je suis intervenue. J'ai fait principalement sur de l'EPR. En fait, j'ai fait de l'EPR Flamanville, l'EPR HPC, donc Hinkley-Ponty en Angleterre, et je travaille aussi actuellement sur de l'EPR indien ou même pour les nouveaux projets d'EPR pour les années suivantes. Et les évolutions possibles déjà à partir de 3 ans de CDI au sein de Framatome, c'est d'être responsable technique ou spécialiste dans le cadre de mon secteur, enfin de mon métier en tant que CIA. Voilà. Merci. Bonjour à tous. Du coup, je me présente, je suis Nial Aydin, je suis chef de projet chez Orano DS. Je vais revenir sur le DS tout à l'heure. Juste pour vous présenter un peu mon parcours, parce qu'il est atypique. Donc, j'ai obtenu mon DUT en 2010. Ensuite, j'ai poursuivi mes études avec une licence professionnelle en chimie, toujours donc en 2011. J'ai été pendant quelques années technicienne chimiste sur des projets de chimie, et notamment chimie dans le nucléaire, sur un projet d'extraction d'uranium et de thorium à partir d'un minerai. Suite à cette occasion, j'ai pu intégrer la société STMI, qui correspond aujourd'hui donc à Orano DS, en 2014. Donc, pendant ce parcours au sein des STMI, j'ai été promue assez rapidement au poste de chef de chantier. Ça veut dire être responsable opérationnel d'un chantier, d'une équipe et d'un client. J'ai émis mon souhait en 2017 de reprendre mes études, et c'est comme ça que j'ai intégré le CNAM
Donc, j'ai réalisé mes études en alternance, donc toujours chez Orano DS, en formation continue. J'ai pu intégrer du coup le pôle scénario, scénario du département études en Île-de-France. Et depuis 2020, je suis donc chef de projet à la direction des opérations CEA Andra pour Île-de-France. Est-ce qu'on peut changer de slide, s'il vous plaît? Alors, donc, je suis donc chef de projet pour Orano démantèlement et services. C'est donc ce que veut dire DS. Dans ce pôle, enfin dans cette entité d'Orano, on va retrouver plutôt des activités qui vont concerner donc le démantèlement, l'assainissement, le désamiantage, puisque ça me concerne directement, mais également toutes les activités de service aux exploitants, donc tout ce qui va être radioprotection, la PGAC, la maintenance des installations. Comme vous pouvez le voir sur la carte à côté, donc on est beaucoup implanté en France, forcément avec tous les clients qu'on a cités tout à l'heure, donc les usines d'enrichissement, les centrales nucléaires, les centres de recherche, les usines de retraitement de combustible, mais également donc des clients à l'international avec des clients aux États-Unis, en Allemagne. Voilà, vous pouvez le voir au Japon, en Angleterre également. Donc, Orano DS, c'est plus de 5000 collaborateurs dans le monde qui vont être répartis donc, chez ses clients principaux. On va être, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, donc on est plutôt organisé sous forme de direction opérationnelle et direction d'études. Donc, j'ai eu la chance pendant mes études avec le CNAM de pouvoir intégrer et le pôle études et le pôle opérationnel. Ce qui me rend aujourd'hui à mon poste de chef de projet vraiment efficace sur du coup, j'ai eu un accompagnement sur du management, du pilotage de projet, mais également sur les études. Il faut savoir qu'à mon poste, je suis vraiment l'interlocutrice privilégiée du client. Pour ma part, ça va être le CEA de Fontenay-aux-Roses, en Île-de-France. Et donc, c'est vraiment important pour moi d'avoir tout ce background plutôt technique qui m'a vraiment été apporté par mes études, avec le CNAM, vraiment. J'ai beaucoup de choses que j'utilise à mon quotidien, que j'ai vues pendant ma formation, et des choses même pour lesquelles on ne se doute pas, mais tout ce qui va être également l'analyse des risques, la gestion de projet, tout ce qui concerne le cycle du combustible, la mécanique, le génie civil. Comme je vous le disais, je gère un projet de désamiantage en milieu nucléaire. C'est très spécifique. Il y a des contraintes réglementaires qui parfois s'opposent, donc il faut faire des arbitrages. Donc il y a du génie civil, il y a beaucoup de mécanique. Il faut réfléchir énormément à la façon dont on va procéder pour pouvoir réaliser ces opérations de désamiantage. Et vraiment, c'est un métier très complet de par la partie donc plus projet. Je suis également manager direct de certaines personnes, donc je gère une équipe au quotidien, une équipe de 5 personnes. Je suis également en pilotage au niveau des études, donc j'ai des interlocuteurs côté département études avec lesquels on va travailler sur la création de documents applicables. Et le fait aussi que je vienne du terrain me donne vraiment une assurance, des capacités d'analyse assez rapides pour essayer de trouver des solutions à tous les problèmes qu'on rencontre au quotidien. On en a parlé tout à l'heure dans les 9 raisons pour lesquelles le nucléaire, c'est vraiment une filière d'avenir et intéressante. C'est parce qu'en fait, chaque jour est différent. À chaque jour, son problème, sa petite solution, et puis on avance. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, on part d'un point initial où il y a tout à faire et on arrive à un point final où tout est fait, et vraiment voir cet avancement au quotidien, voir les étapes, comment on y arrive, traiter du REX également, de ces différentes difficultés qu'on a rencontrées, c'est super intéressant. C'est un métier très riche, c'est vraiment un métier très riche, un domaine très riche sur tout ce qu'on peut voir également en formation. Donc vraiment, je suis très contente d'avoir fait le CNAM et d'avoir été accompagnée par Orano DS. Il ne faut pas oublier que c'est du coup un réel accompagnement. La société a cru en moi et aujourd'hui, je suis au poste que je visais, donc celui de chef de projet. Voilà, donc si vous avez des questions complémentaires, je suis à l'écoute. Donc, merci à tous les 4 pour vos témoignages de métier. N'hésitez pas, donc, comme l'a rappelé Nial,
à poser vos questions dans le chat. Et il me semble que vous aviez aussi posé des questions auparavant, donc notamment sur l'utilisation du coup du BIM donc, dans la filière nucléaire. Donc à ce jour, c'est une technologie donc, qui est bien évidemment utilisée dans la filière, puisque ça va jusqu'aux jumeaux numériques. Donc voilà, il me semble que EDF, vous travaillez dessus. Voilà, donc on l'utilise aussi dans le cadre de la simulation numérique et tout ce qui va être aussi réalité augmentée. Voilà, donc je laisse mes collègues compléter si besoin. J'ai pas forcément de complément à ajouter côté Framatome. Peut-être rajouter quelques points quand même sur le BIM, justement, parce qu'effectivement, on a vu beaucoup de questions sur le BIM en amont hein, de la présentation. Ce sont des questions qui sont légitimes, et notamment sur des jeunes ou des moins jeunes qui venaient du génie civil. Le BIM va devenir dans les années à venir, je pense, absolument incontournable dans la filière nucléaire. On est en train de le mettre en place dans plein de projets et dans plein de process industriels du nucléaire. Il est évidemment déjà totalement utilisé, par exemple, sur une construction comme ITER, hein, à Cadarache. Et il va continuer il est aussi utilisé dans des projets de démantèlement, notamment avec un outil, par exemple, alors il y en a plein d'autres, hein, mais j'en cite un qui est DEM+, hein, qui vient d'une filiale d'EDF qui s'appelle Cycle Life. Donc on voit que le BIM prend de plus en plus de place. Et moi, en tant que formatrice, je crois totalement dans le BIM. Ce sont des nouvelles méthodes finalement de travail qui vont petit à petit être intégrées à la maintenance, à la construction et à la déconstruction et à l'exploitation des installations. Oui. Si je peux rajouter une petite chose, Madame Galichet, c'est vrai que vraiment la digitalisation, le fait de passer par le digital pour faciliter la vie au quotidien sur nos chantiers, notamment du coup sur tout ce qui est démantèlement, traitement de déchets, ce sont des opérations qui sont très chronophages. Et en tout cas, chez Orano DS, on est vraiment dans une dynamique de digitalisation et de s'équiper de plus en plus de logiciels, d'équipements qui vont nous permettre de gagner du temps et en efficacité également donc, sur ces sujets-là. Ce n'est pas du BIM directement, mais vraiment la digitalisation est de plus en plus présente sur nos chantiers. Philippe Turat, là, je peux venir en complément de ce qu'il dit Nial, c'est le côté digitalisation. Souvent, on pense nucléaire, R&D, des projets de très longue durée, des années et des années. C'est clair, tout ce qui est innovation et digitalisation est présent, comme toutes les industries. Et contrairement à ce que certains jeunes peuvent penser, il y a aussi un avenir professionnel dans ces deux éléments. Et la notion, je dirais, de gain de temps, comme tu disais, Emmanuel, est cruciale. Quand on a des opérations de maintenance, je dirais, dans des zones 4 où l'homme ne peut pas rentrer, ou dans des zones 3 où on peut rentrer sous certaines conditions, le fait de pouvoir digitaliser et dupliquer en amont toutes les phases de maintenance permet d'abord de gagner un temps fou au niveau de la réalisation elle-même de l'opération de maintenance. Et chez Calag, il y a à peu près 2 ans, on a dû changer une roue dissolver qui était fuyarde. Ben, grâce à la digitalisation, on a pu simuler en amont l'entrée de cette roue dissolver dans la zone 4. Et l'autre élément où il a du gain de temps, c'est au niveau de la santé des salariés. C'est que le fait de tout pouvoir préparer en amont, que quelqu'un, notamment, je pense à DNS, mais certainement aussi chez eBay, chez Framatome, le fait de pouvoir simuler en amont toute intervention de maintenance, de nettoyage ou autre, bah, quand je suis sur place dans l'installation, bah, j'ai tout simulé en amont et je suis beaucoup plus efficace et je peux directement aller là, il faut que j'intervienne. Alors, quand on n'a pas pu digitaliser, bah, c'est un peu plus délicat, surtout quand on a des vieilles installations pour lesquelles on a des plans qui sont, je dirais, nuancés et pas précis au millimètre près. Ouais, Sylvain, si je peux ajouter un truc, effectivement, donc sur le BIM, ce qu'il faut savoir aussi, c'est quelque chose qui est en train de devenir, en tout cas pour la conception des installations, qui est en train de devenir réglementaire. C'est le cas déjà au Royaume-Uni assez largement. Et effectivement, ça va être quelque chose qui va devenir, je dirais, même un passage obligé, en tout cas sur la conception d'un certain nombre d'installations. Le deuxième point, c'est que le BIM, c'est pas quelque chose qui va nous
amener à ne pas quand même utiliser son jus de cervelle et puis à toujours travailler effectivement sur la conception très en amont avec de la réflexion. Je dirais, ça ne va pas non plus sauver le monde, mais c'est un élément incontournable qu'il faut intégrer effectivement dans sa réflexion et dans sa manière, il va falloir intégrer dans sa manière de penser, quoi. Le BIM, on a parlé de la numérisation, de la digitalisation, c'est un élément, mais le BIM, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large. C'est la façon de penser, c'est la façon de manager. Et donc, ça nécessitera encore plus des têtes bien faites et des gens qui maîtriseront. Là, je vais sur le terrain d'Emmanuel, mais tous les apprentissages qui seront faits à la fois sous l'angle académique et puis sous l'angle pratique, qui fait qu'effectivement, le CNAM STN, je pense qu'il va y avoir voilà, des choses qui sont liées à ça, mais c'est important d'avoir ce socle qui permettra d'être meilleur dans le BIM aussi, quoi. Voilà, dans ces choses-là. Mais c'est incontournable pour l'avenir, effectivement. Le jumeau numérique demain, on l'espère. Je ne sais pas où on est EDF sur sa centrale en jumeau numérique, mais on doit y être ou pas loin. Voilà. Alors, on va peut-être arrêter sur le BIM. Dans le chat, il y a quelques questions. Il y a une question du CNAM de Poitiers qui demande, dans les métiers du nucléaire, quelle proportion prend la gestion de stockage d'énergie, batterie, accumulateurs et autres? Qui voudrait répondre sur ça? Alors, j'ai pas bien compris la question. Quelle proportion ça prend ou est-ce qu'on... Ou dans nos entreprises, est-ce qu'on y travaille et à quel… C'est ça, oui. Est-ce que vous avez besoin de jeunes et moins jeunes qui auraient des connaissances, des compétences dans la gestion du stockage d'énergie? Alors, quand on parle de stockage d'énergie, c'est vaste. Donc, effectivement, au CEA, on y travaille évidemment, puisque dans CEA, il y a EA, mais aussi le deuxième EA, donc énergie alternative. Donc avec des partenariats, notamment c'est chez nous surtout la direction de la recherche technologique effectivement qui travaille dessus, et avec des partenariats avec des industriels de l'automobile ou autres. Et ça implique ça peut impliquer des compétences sur le stockage en lui-même. Après l'énergie ça dépend, hein. On peut stocker l'énergie sous forme, nous on stocke de l'hydrogène, hein, c'est de l'énergie et on produit derrière. Ça peut être sous forme effectivement comment je veux dire, de piles, enfin je cherche le mot, d'accumulateurs effectivement. Et donc là, il y a beaucoup de technologies, hein. Il peut y avoir de la technologie des matériaux, de certains types de matériaux, de la technologie effectivement en ingénierie, en conception. Donc je pense que nos collègues aussi d'EDF doivent travailler sur ces sujets-là, évidemment. Mais c'est un sujet qu'on a je dirais, après en termes de proportion, oui, on a des besoins dans les métiers correspondants. Assez important. Ça peut-être, je dirais, c'est quelques centaines de personnes qui travaillent dans ce domaine-là sur le CEA. Je ne peux pas dire de bêtises en disant ça. Oui, pour compléter, en tout cas concernant EDF, effectivement, c'est un des axes majeurs aussi de recherche, hein, sur ce sujet. Et alors sur différentes formes, mais quand on voit aussi l'essor aussi de demain pour les alternateurs, enfin des véhicules électriques, hein, donc on est en partenariat aussi avec les constructeurs automobiles, hein, pour ce domaine, pour développer en tout cas des piles. Et c'est en 2035, je crois, de mémoire, qu'en Angleterre, il n'y aura plus de véhicules thermiques, hein, moteurs thermiques, hein. Donc voilà, donc oui, confirmation, c'est un axe majeur, en tout cas, de recherche dans notre filière et pour le groupe EDF. Une autre question de Léa. Recrutez-vous des techniciens en informatique? Oui. Technicien s'entend, oui, on recrute des techniciens et on recrute des ingénieurs aussi. Je ne sais pas si techniciens, c'est des gens qui sont des techniques de l'informatique, mais oui, on recrute des techniciens au CEA, en tout cas, dans les métiers de l'informatique, et bien entendu des ingénieurs aussi. Ouais. Au niveau d'Orano, je dirais même chose, mais surtout au niveau contrôle-commande, parce qu'on a quand même le back-office de l'informatique est quand même sous-traité à des acteurs spécialisés. Donc, mais le gros de l'informatique, je dirais industrielle, voilà, est au sein de nos effectifs, et c'est quand même un savoir-faire de base. Donc, notamment le contrôle-commande, et je pense à la même chose chez EDF ou au CEA, est le cœur de nos activités.
et c'est une activité qui n'est pas sous-traitée ou très peu sous-traitée. Par contre, le back-office, en tout ce qui est informatique de gestion, d'administration, au-delà, c'est une compétence moins critique qui est sous-traitée quasiment totalement. Oui, je n'ai pas précisé, mais effectivement, j'entendais informatique industrielle et pas nécessairement informatique d'entreprise. Alors, par contre, au CEA, il y a aussi, si c'était ça la question, effectivement, il y a aussi dans les métiers de l'informatique, dans le cadre des supercalculateurs, hein, puisqu'on a un supercalculateur à Bruyères-le-Châtel, et on a même deux. On en a un en interne, effectivement, qui est exploité par le CEA, pour nos applications militaires, pour tous les calculs qu'on a à faire pour ce qu'expliquait Colline tout à l'heure sur nos conceptions d'armes nucléaires, notamment, essentiellement. Et puis, il y a un calculateur ouvert à l'extérieur qui est exploité par une société qui s'appelle Gensi, mais où le CEA est effectivement majoritairement présent, et où on intervient pour différents clients qui ont besoin de temps de calcul. Donc, il y a aussi cette partie HPC, hein, donc cette partie calcul haute performance, essentiellement sur la direction des applications militaires, mais aussi sur d'autres endroits du CEA, à Saclay, au niveau de la direction des énergies, et même il y a du calcul haute performance aussi sur tout ce qui concerne la fusion nucléaire, où il y a des mathématiciens et des informaticiens de grande qualité sur Cadarache, j'en oublie sûrement, mais en tout cas je pense à eux, à la direction de la recherche fondamentale au niveau de la fusion. Anaïs? Oui, côté Framatome, effectivement, l'informatique, ça peut s'entendre d'un point de vue informatique industriel. On a aussi beaucoup d'activités de contrôle-commande pour lesquelles ces profils sont généralement assez difficiles à trouver. Donc voilà, si ce sont des métiers qui vous intéressent, vous avez tout à fait votre place. On a aussi, comme le disaient mes collègues tout à l'heure, des grands enjeux de transformation, de digitalisation aussi de notre entreprise, alors que ce soit dans la partie organisationnelle, mais aussi beaucoup de l'activité. Donc, on a chez nous ce qu'on appelle une Digital Factory dans laquelle on recherche des profils en informatique, alors qui peuvent être assez divers. Ça peut être la partie développement, la partie cybersécurité. Donc voilà, on peut avoir effectivement également des besoins et des profils assez différents. Alors, on va essayer de répondre un tout petit peu plus vite à chacune des questions pour qu'on puisse répondre à toutes les questions. Donc, peut-être qu'une seule personne pour les 4, parce que vous connaissez tous les besoins de chacun, j'imagine, pour aller peut-être un peu plus vite. Une autre question de Salah. Bonsoir. Est-ce que vous recherchez des ingénieurs R&D, contrôle des flux électriques par apprentissage automatique? Alors, non, mais je crois que toutes ces questions-là, est-ce que vous recherchez des ingénieurs avec quelque chose derrière? Je crois qu'on va répondre oui, ça va être très simple. On cherche dans tous les domaines. Des ingénieurs en France, généralement, on en manque. Il y a insuffisamment de vocations, c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, dans le domaine nucléaire en particulier. Et le nucléaire implique, tous les métiers, quasiment tous les métiers d'ingénieur. Si ce n'est pas chez les uns, c'est chez les autres. Et si ce n'est pas chez les autres, c'est chez les uns. Donc, je crois que voilà, la réponse est oui, et tous les métiers. Donc, pareil, un ingénieur matériaux métalliques, oui. On a du cours du soir, donc oui. Quel est l'accès au métier de conception nucléaire pour les ingénieurs EICNAM? Alors là, moi, j'avoue ne pas comprendre tout à fait la question. Si on parle de la conception des installations nucléaires, la réponse est simple. Oui. Ça fait partie du métier des uns et des autres, soit en tant que maîtrise d'ouvrage, soit en tant que maîtrise d'œuvre. Et si ce n'est pas les 4 qui sont autour de la table, c'est les petits camarades, nos camarades maîtres d'œuvre. Technique, un système, Altran et ainsi de suite, tout à fait. Donc la réponse est oui, 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 et encore oui. Et je pense que, pour compléter ton propos, un élément qui est important, c'est que le nucléaire, il ne faut pas être né dedans, il ne faut pas faire automatiquement une spécialité. C'est bien sûr un plus, et je ne vais pas dire l'inverse, autrement Emmanuel va m'arracher les cheveux. Hein. Non, mais c'est clair, c'est que 60% des compétences nécessaires dans le nucléaire, c'est des compétences qu'on a dans l'automobile, la sidérurgie, la chimie ou autre. Et ça, c'est un point hyper important, c'est qu'on n'a pas besoin d'être né dans le nucléaire pour venir y travailler. On peut venir en cours de carrière, mais ce n'est pas parce qu'on est rentré dans le nucléaire par une filière nucléaire qu'on ne peut pas en sortir et aller bosser autre part. Ça, je pense, c'est un point hyper important
faut surtout pas, on peut faire des allers-retours en entrée et en sortie, quel que soit l'âge que vous avez et votre expérience. Ce qu'apporte le nucléaire en plus du reste, c'est un certain niveau d'exigence, oui. Un plus au niveau d'exigence, parce qu'on a parlé, ça a été évoqué, de sûreté nucléaire. C'est le petit plus qui fait que si un jour vous voulez sortir de la filière nucléaire, c'est pas interdit. Par exemple, chez EDF, ça doit être le cas, et peut-être un peu plus dur chez Framatome et Orano, parce que voilà, c'est le cœur absolu. Mais au CEA, même chose, si on va dans d'autres métiers que ceux liés au nucléaire, on a appris à être rigoureux, on a appris cette exigence et on a appris cette capacité à faire son propre métier, mais en réfléchissant toujours sûreté, sécurité, plus que d'autres. Donc ça vous donne un plus ensuite quand vous voulez sortir de la filière, si vous voulez le faire. Je vous donne un chiffre, hein, l'exemple d'EDF, c'est 15 000 mobilités par an. Hein, donc on peut passer effectivement après plusieurs postes dans le nucléaire, on va partir sur de l'hydraulique, du thermique ou de l'énergie renouvelable. Hein. Donc il n'y a aucun problème. Même de la RH. Hein. Ou de la RH, bah oui. Donc ça, Sylvain. Voilà, Frédéric. Oui, camarade. Je vais laisser la parole à Franck Emery qui a levé la main. Est-ce qu'il est toujours là? Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui, ben merci bien à tous les intervenants pour leur présentation. Je voulais prendre la parole plus au micro parce que ma question est un peu longue. On est dans le cadre du CNAM où la plupart des auditeurs ont de l'expérience professionnelle et les gens suivent des formations, soit pour monter en compétences dans leur domaine en passant des diplômes et des qualifications, soit des fois pour se réorienter à différents degrés. Alors ça va rejoindre un peu la remarque qu'a fait Monsieur Turat tout à l'heure, il y a 2 minutes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de recruteurs, que les recruteurs recherchent quand même des profils qui peuvent copier-coller quasiment à la description du poste qui est publié, on va dire. Et laisse très peu on va dire de possibilités à des gens éventuellement qui viennent d'autres filières ou d'autres disciplines. Ils laissent rarement leur chance en fait à ces gens-là. J'ai l'impression, c'est une impression, hein, c'est pas une affirmation. Et en fait, je voulais savoir un peu parmi autour de la table entre guillemets, la table virtuelle, quel était un peu le sentiment et quelle était un peu la perception donc des recruteurs potentiels sur le type de profil un peu atypique où des gens auraient au bout de 15 ans ou 20 ans changé d'orientation un peu, alors pas à 100%, hein, mais un peu changé d'orientation et autres, et voudraient se réorienter vers le nucléaire. Je vous remercie pour votre réponse. Qu'est-ce que vous avez vous êtes au CNAM dans quelle discipline? Gestion des risques et radioprotection. D'accord. C'est un métier qui est déjà bien en lien avec nos activités, je dirais. Donc, moi, j'ai encore eu un exemple aujourd'hui d'un manager qui a souhaité justement rencontrer un profil qui avait fait un diplôme complémentaire après 15 ans d'expérience. Donc, moi, je ne partage pas du tout votre sentiment, en tout cas chez Framatome, mais je pense que c'est partout pareil. À partir du moment où on identifie une grande motivation, c'est vraiment ça qui va jouer au-delà des... bien sûr, il y a la partie technique, mais s'il manque quelques cases et qu'on voit que vous êtes vraiment très motivé, vous allez tout à fait avoir votre place et on pourra tout à fait vous proposer déjà un entretien et puis par la suite un poste. Et chacune de nos entreprises, en fait, ou de nos institutions, on a des sites de formation qui sont très importants et nous accueillons effectivement des femmes et des hommes en reconversion et pour les former à l'ensemble de nos métiers. Hein. Donc chacun a sa chance et je vais dire les besoins sont tels que les portes sont grandement ouvertes dans notre filière. Après, effectivement, on ne va pas se mentir, un recruteur, vous avez différents types de recruteurs. Donc, si vous pouvez tomber sur des recruteurs effectivement qui vont avoir différents profils et qui vont pas, parce qu'ils vont en avoir beaucoup, ils vont pas vous retenir parce qu'ils ont vu que vous aviez une vie avant qui n'était pas la vie effectivement qui correspond au poste recherché. Maintenant, il y a l'autre type de recruteur qui va rechercher aussi la diversité. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on leur demande de plus en plus. Comme ça a été dit par Frédéric, nous, on la promeut aussi en interne, c'est-à-dire que Emmanuel ne va pas dire le contraire. On a des profils, rappelle-toi Emmanuel, effectivement, un profil comme Monsieur Kahn, si je me rappelle bien, c'est comme ça qu'il s'appelait, qui était plutôt dans un monde de la non-prolifération, qui avait des diplômes spécifiques, qui n'étaient pas du tout, et puis ensuite qui a fait le CNAM Sciences et Technologies nucléaires, Sciences et Techniques nucléaires, et puis qui est venu travailler dans la conception d'installations.
il a fait les cours du soir, on l'a encouragé pour ça, et il est aujourd'hui ingénieur, il a pas entre 35 et 40 ans, et ça s'est très bien passé, et même en interne, on a encouragé ce genre de choses. Donc, voilà. Après, je ne vais pas mentir, il y a dans certains recruteurs, effectivement, on peut avoir voilà, une sensibilité qui fait qu'on viendra moins vers vous si votre vie, effectivement, n'a pas été aussi continue qu'on peut l'attendre. Maintenant, on est de moins en moins sur cette vision-là, en tout cas. Puis nos besoins sont tellement importants dans le nucléaire qu'on regarde aussi la diversité, et je pense qu'elle est très positive et très intéressante pour nos métiers. Voilà. Une autre question, y aura-t-il des forums d'emploi dont des rencontres avec des recruteurs? Alors, bon. Tout le monde va dire oui. On aimerait tous dire oui. Alors, cette année, c'est vrai que depuis 2 ans, c'est un petit peu compliqué, hein, les rencontres avec les forums, puisque avec la crise sanitaire, notamment au CNAM, on a tout arrêté. Mais on espère bien recommencer l'année prochaine. Et donc, oui, bien sûr, avec toutes les écoles, pas que le CNAM d'ailleurs, la filière nucléaire fera des forums et des rencontres. Je vous invite à aller au WNE, hein, qui aura lieu à l'automne prochain, le World Nuclear Exhibition, qui sera justement la plus grande rencontre mondiale, hein, des industriels du nucléaire. Et donc, vous pouvez, en tant qu'étudiant ou élève ou simple public, hein, y accéder. Et Emmanuel, une précision, il est prévu une journée étudiant le 2 décembre, dédiée aux étudiants, et de mémoire, le CNAM en fait partie, il devait organiser ça. Donc, on s'organisera en tenant compte bien sûr des jauges santé, hein, sanitaire, mais il y aura cette journée le 2 décembre 2021, une journée étudiant. Voilà. Et les forums, tu dis, mais les forums, il y en a eu, c'est vrai, ce n'était pas physique, mais toutes et tous, on a animé beaucoup de forums virtuels avec avantages, inconvénients, des plus et des moins, mais on a eu de nombreux forums. Et quand je regarde le premier semestre 2021, et je pense que tous mes collègues pourront le dire, on a été beaucoup sollicités. Hein. Oui. Par contre, c'est vrai, il n'y a pas le côté physique, il n'y a pas le côté presque tactile, je dirais, où on peut échanger autour de la machine à café, mais malgré tout, on a eu de nombreux forums qui ont apporté quelques avantages par rapport au forum physique où on a mieux pu suivre les candidats. Tout à fait, tout à fait. Je crois que moi, en tout cas dans le chat, j'ai vu toutes les questions. Il me semble pas. Donc il y avait des questions sur la mobilité, mais vous avez répondu directement dans le chat. Bon, bah, je crois que j'ai tout fait. Informatique, matériaux métalliques, oui. Et voilà. Donc, si plus aucune autre personne souhaite poser des questions, on va laisser vous laisser peut-être conclure. Je ne sais pas comment. Juste une remarque, peut-être Emmanuel et mes collègues, pour les présentations qu'on vous a faites, cette présentation est diffusable. On a enlevé tous nos éléments, je dirais qu'il faut être confidentiel. Donc, sauf avis contraire de mes 3 autres collègues, Emmanuel, si tu veux diffuser cette présentation, tu peux le faire sans aucun problème, voire même l'utiliser ultérieurement dans d'autres circonstances au niveau du CNAM. De toute façon, sachez que cette présentation, ce webinaire sera on l'a enregistré, donc on va le mettre sur le site de l'EICNAM, donc vous pourrez tous le revoir, et on y mettra justement en même temps la présentation, donc tout le monde pourra. Donc les slides sont utilisables. Je mets le PDF quand même, pas le PPT. Tout à fait, il faut le PDF, bien sûr, tout à fait. Oui, il y aura un petit onglet actualité. Il y a un onglet actualité sur le ICNAM, et donc on fera ça dans les jours qui arrivent. On fera un petit article avec l'actualité. Ce que vous pouvez retenir en tout cas, c'est que les besoins sont pérennes pour des décennies, hein, pour des profils jeunes diplômés, mais également expérimentés. Et nous tendons aussi les bras à nos collègues femmes. Hein. Donc, rejoignez-nous dans la filière, en tout cas nucléaire. Hein. Vous êtes les bienvenus. Je vais remercier encore tous les 4, tous les 5, parce que Colline est à côté, mais on ne la voit pas. Je remercie aussi nos 4 ambassadeurs et ambassadrices qui ont pris de leur temps pour venir nous parler de leur expérience professionnelle. Un grand merci à tous
Et puis, j'espère que ça. Merci, Emmanuel. Et vous avez remarqué qu'il y avait 2 ambassadeurs et 2 ambassadrices. Oui. Parité totale. Yes. Hein? Et au niveau des 5 présentateurs, 2 dames et 3 messieurs, 40-60, ce qui est pas mal. 40-60, bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, si on me compte moi, voilà. Voilà, on est à moitié-moitié, ma chère Emmanuel. Mais t'es incontournable, Emmanuel. Je vous remercie. À très bientôt. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.